Donc Pierre, tu reviens en France pour une nouvelle tournée pour présenter Ponct. Oui. Donc j'aimerais savoir Ponct, ça serait pas une manière de faire le point sur l'état de l'art? Je sais pas, ça serait un peu prétentieux de faire ça comme ça, je pense, je sais pas. Non, je crois que c'est une volonté de m'approprier toutes sortes de courants artistiques, oui. Ça, oui. La volonté aussi de me questionner sur qu'est-ce qu'est la culture pop et de redéfinir ce mot-là d'une façon, cette expression-là, cette idée-là de culture populaire, de me l'approprier de façon très très personnelle. C'était surtout ça, je crois. Et dans tes clips, il y a un grand côté artistique. Est-ce que tu te mets d'accord avec des artistes pour faire ces clips-là? Comme par exemple Plus vite que ton corps? Il faut savoir qu'à chaque fois que je travaille sur des projets, que ce soit des pochettes ou des vidéoclips, je m'entoure d'artistes autour de moi. Je m'entoure d'eux pour créer des collaborations qui à chaque fois, ces collaborations-là, à chaque fois viennent un peu marteler mon image de façon assez... avec des ponctuations assez fortes, parce que je m'associe à des artistes qui ont des personnalités fortes. Donc c'est toujours, chacun des projets que je fais est toujours une résultante d'une collaboration, souvent une collaboration qui au départ paraissait pas évidente, mais qui finit par donner naissance à un objet, toujours, j'essaie que ce soit toujours extrêmement singulier. Et aussi, tu disais dans l'interview que tu voulais faire de Ponct une marque, en quelque sorte. Oui, ben, c'est que l'idée de départ, c'était de m'interroger sur la culture pop. Donc, je suis allé voir le travail de certains artistes en art visuel qui travaillent le mouvement, l'idée de la culture pop. Takashi Murakami et Jeff Koons, plus particulièrement. Un qui est d'origine japonaise et l'autre qui est d'origine américaine. Et les deux ont suivi un peu les idéaux puis la façon de fonctionner d'Andy Warhol, mais ils ont ajouté quelque chose de très actuel, c'est-à-dire la marque. Jeff Koons a été le premier en art contemporain à sentir que les années qui s'en venaient allaient utiliser avec outrance l'idée de la marque, que la marque allait devenir un objet commercial d'envergure. Et Takashi Murakami a carrément mis ça de l'avant en créant sa propre compagnie qui s'appelle Kai Kai Kiki. Donc oui, avec ces réflexions-là, j'en suis venu avec mes collaborateurs à la conclusion qu'on devait créer une espèce de marque de commerce, un mot qui allait se retrouver sur tous les produits découlant de l'album, qui allait être décliné sous plusieurs formes. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi Ponct comme titre d'album, c'est que c'est un mot de 5 lettres qui est extrêmement facile à décliner, qui évoque un son très clairement dans la tête de tout le monde, qu'importe la nationalité, et ben ça nous paraissait oui, très important pour justement faire un lien avec l'idée de la culture pop. Il y a des chansons d'un Ponct comme Barbara qui m'ont fait penser à des performances, comme Lamenté Young pouvait faire avec des effets sonores. Ben, oui, il y a une volonté d'expérimenter qui est toujours là. Des fois, ça se fait de façon plus douce. Barbara, ça se fait quand même de façon assez agressive. Le but, c'est toujours de prendre la pièce de base et puis d'aller là où elle semble vouloir aller. Et quand on a commencé à travailler cette chanson-là, on a réalisé que c'était pas nécessairement une chanson, c'était plutôt comme un mini-film au cinéma. Un court-métrage avec une ambiance très très forte. Et on a ajouté des éléments qui étaient très agressifs, qui sont rarement utilisés dans la chanson réaliste traditionnelle comme ce que j'écris. Donc oui, il y a une volonté d'expérimentation, oui. Et j'aime bien penser qu'une pièce musicale n'est pas nécessairement obligée d'être une chanson à proprement dit, qu'elle peut être autre chose. Donc à côté de Ponct, il y a Les Calas qui sont sortis. Oui, l'album des Calas et ça représente que tu as justement amené avec toi. Ça représente quoi pour toi? Une parenthèse? Les Calas, c'est un... Je suis un auteur de chansons, hein. Donc j'ai écrit des chansons. Et je trouvais intéressant en écoutant parce que j'ai plein de chansons dans mon téléphone, j'ai toujours des chansons enregistrées qui traînent dans mon ordinateur, puis souvent je retombe dessus plusieurs années, plusieurs mois après,
Et souvent, quand je les fais, ça m'énerve un peu, puis je les laisse de côté. Et souvent, quand je les réécoute, je suis troublé je sais pas, l'émotion qui s'en dégage, par la spontanéité du truc. Parce que quand je fais un album comme Punk'd, par exemple, il y a beaucoup de choses spontanées, mais il y a beaucoup de trucs très travaillés où on est à faire comme on fait au cinéma, c'est-à-dire faire du montage, à travailler la voix, à travailler l'angle de vue, à travailler l'interprétation. Et il y a quelque chose dans la spontanéité du moment qui est très riche aussi. Et ce disque-là, les Gala, c'est que de ça, c'est du spontané, je voulais que les gens qui écoutent ce disque-là aient l'impression que j'avais envoyé des chansons dans leur boîte à mail en disant « Tiens, c'est pour toi ». Je voulais pas qu'il y ait d'artifice et je trouvais ça beau de le faire comme ça, en fait. Et c'est drôle parce que j'ai fait faire le visuel par un ami qui s'appelle Joe Baker, un peintre qui étudie à l'Université de Concordia en ce moment à Montréal, qui lui fait un peu ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire il prend des techniques très classiques, puis il marie ça à des trucs très très pop trash, très contemporains. Et donc je lui ai passé la commande de me faire un portrait, puis chaque projet c'est toujours un prétexte pour travailler avec de nouvelles personnes, puis essayer d'arriver avec une nouvelle image de Pierre Lapointe, cette personne dont je parle souvent à la troisième personne du singulier. Je trouve ça intéressant. Puis ça, ben, ça a été un super beau prétexte pour lui commander une toile, un portrait. Et j'aime beaucoup ce genre d'expérience. Et d'ailleurs, dans une précédente interview, tu disais que c'était en se rendant chez toi qu'il a su cerner ton environnement. Oui, bah, faut savoir que c'est quand même un peu spécial quand on voit. Ouais, ben, j'ai décidé de dédier ma vie à la création, à la recherche. Donc, je m'entoure de beaucoup d'objets faits par d'autres créateurs. Et j'ai créé une espèce de cocon extrêmement stimulant où je vis. Et Joe est venu chez moi, oui, pour faire des photos, pour partir de ces photos-là, puis ensuite faire la toile. Et oui, je pense qu'il a compris un peu jusqu'où j'étais prêt à aller en venant chez moi. Parce que c'est drôle parce que personne a vu ma maison, puis ça va prendre énormément de temps avant que les gens la voient parce que c'est très personnel et j'y tiens. Mais en effet, oui, j'ai une maison qui, pour la majorité des gens, il y a beaucoup de gens qui auraient de la difficulté à habiter là-dedans, je crois. Mais moi, ça me va. Et sinon, qu'est-ce que tu penses de la scène francophone aujourd'hui? Je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui se font. Maintenant, je la trouve un peu... je trouve qu'elle est un peu coincée. Personnellement. C'est pour ça aussi que j'essaie de la décoincer, en faisant toutes sortes de trucs, en essayant plein de collaborations qui se peuvent pas nécessairement au départ et pour réussir à faire quelque chose qui se tient justement. Parce que je trouve que la chanson francophone est un peu sous-développée ou sous-exploitée par rapport aux capacités qu'elle a. Maintenant, il y a des choses extraordinaires qui se font. Je pense à Mathieu Chédid, je pense à Vincent Delerme, je pense à Albin de la Simone, je pense à J.P. Nata, je pense à Camélia Jordana, qui est une interprète extraordinaire. Je pense il y a beaucoup de gens qui travaillent très bien au Québec. Je pense à Marie-Pierre Arthur, je pense à Ariane Moffat, je pense à Malajube aussi. Il y a des choses qui se font en langue française qui sont extraordinaires. Et ça bouge beaucoup. Et ça me rend très fier. Maintenant, je trouve ça dommage parce qu'en ce moment, il y a comme une espèce d'homogénéité qui se crée dans la culture internationale, beaucoup grâce à Internet, ou à cause d'Internet. On a une chance inouïe de vivre à cette époque-ci parce qu'on peut aller voir n'importe quoi, on a accès à tout et c'est merveilleux. Maintenant, il y a cette idée d'uniformité, puis je pense qu'il faut se battre encore plus pour garder nos particularités vivantes. Et la langue française reste une langue chargée d'histoire et une langue extrêmement intéressante à travailler. Sinon, tu as des collaborations prévues avec les artistes que tu as cités, par exemple? Il y en a, oui, mais je ne peux pas nécessairement les nommer. C'est des collaborations beaucoup avec des gens en design, par exemple, des gens en architecture, qui s'en viennent dans les prochains projets. Parce que là, j'ai fait 2 disques en 1 an. En moins d'1 an, j'ai épuisé un peu le truc pour la musique. Donc là, je vais aller comme me régénérer dans d'autres projets pour après ça revenir
à la chanson comme je peux. J'ai vu que tu allais faire une conférence à un musée. Oui, au Musée des Beaux-Arts de Québec. C'est la deuxième fois que je le fais. Je l'ai fait il y a un an, au mois de mars l'an dernier. Et c'est très intéressant parce que les gens ne savent pas à quel point l'art contemporain est intégré directement à ma création. Et les gens des institutions muséales au Québec ont compris ça rapidement parce que les collaborateurs avec qui je travaille, tu vois, la pochette de la Forêt des Mal-Aimés, par exemple, je l'ai fait en collaboration avec le collectif d'artistes BGL. Et BGL, qui est un collectif de la Ville de Québec. BGL, on a appris 2 semaines qu'ils allaient représenter le Canada à la Biennale de Venise de 2015. Et j'ai travaillé avec eux il y a une dizaine d'années. Il y a des œuvres qu'on a faites ensemble qui se sont retrouvées au Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa. Donc oui, il y a un mariage très très fort et je fais partie de cette scène-là parce que ce sont mes amis, parce que je les ai approchés pour collaborer, parce que je collectionne beaucoup d'œuvres d'art aussi et puis ces œuvres d'art-là ont une influence directement sur ma façon de vivre et mon environnement. Donc ouais, je suis... pour moi, de parler de l'art contemporain, c'est naturel et les gens du milieu trouvent ça naturel, donc ils me demandent de plus en plus de prendre la place dans le milieu de l'art contemporain pour un peu parler et propager la bonne nouvelle, parce qu'il faut savoir qu'au Québec particulièrement, il y a une scène en art contemporain qui est extrêmement intéressante. En fait. Ça bouge beaucoup comme ça n'a pas bougé depuis longtemps. Donc ça me rend très fier de faire partie de ça, puis de donner de la visibilité un peu à ma manière à ces artistes-là dans des sphères où normalement ils n'ont pas accès à de la visibilité. Et pour un clip, tu avais bien fait une installation dans un musée? Oui, ben, le clip Nos joies répétitives, en fait c'est dans un centre d'artistes où Dominique Pétrin, une amie à moi qui fait des installations immersives. Dominique avait fait une installation et on est allé tourner là. Ça a été ma première réalisation, un vidéoclip que j'ai co-réalisé avec un ami qui s'appelle Philippe Craig. Et puis, donc oui, on a présenté ce vidéoclip-là après au Musée d'art contemporain de Montréal, où j'ai fait une performance pour souligner l'événement. Et l'œuvre a été exposée, le vidéo en fait a été présenté durant 15 jours. Et oui, c'est des choses. J'ai fait une installation aussi avec un ami architecte, un ami qui s'appelle Jean Verville au Musée des Beaux-Arts de Montréal aussi. Et en France, tu n'as jamais fait des choses dans les musées? C'est très complexe en France parce que je ne suis pas assez connu. Au Québec, il faut savoir que les portes s'ouvrent facilement parce que je suis connu. Maintenant, ça risque de peut-être arriver parce que les collaborateurs avec lesquels je planche sur les prochains projets, ce sont des Français en partie, donc ça risque d'ouvrir des portes ici. Maintenant, oui, un jour peut-être, ça arrivera. Mais les institutions françaises, c'est beaucoup plus lourd qu'au Québec. Donc pour terminer cette interview, on s'appelle Midnight Coffee, on a une petite question phare, un peu de bête, mais est-ce que tu aimes le café? Non. Voilà. Je ne bois pas de café, j'ai jamais bu de café de ma vie en fait. J'étais en Italie à un moment donné avec des amis et ils m'ont dit là, il faut que tu prennes un café, Pierre, c'est le meilleur café qu'on a pu notre vie. Et je l'ai pris et je l'ai recraché tout de suite, je trouvais ça dégueulasse. En fait. Mais j'ai un peu j'ai gardé des... je bois rarement de l'alcool et quand j'en bois, c'est souvent des trucs très sucrés. J'aime pas le goût de l'alcool pur, ça me fait le cœur. Et le café, même chose. Le vin, j'ai de la difficulté aussi. Je suis resté très enfant, très enfant dans ma façon d'aborder les goûts. Mais je reste quand même un homme. Mais bon, j'aime pas le café.